Alors, la courbe de Phillips, ou l'arbitrage de Phillips, part de cette idée qu'effectivement, il y a un choix qui est offert au gouvernement qui vient de la politique économique entre le chômage et l'inflation. Ils peuvent réduire le chômage en acceptant un peu plus d'inflation. Ils peuvent réduire l'inflation en acceptant d'augmenter le nombre de demandeurs d'emploi. Alors, Phillips est un personnage d'ailleurs dont le destin a été au-delà de ses espérances. De son métier, il était mineur de fonds et donc c'est un économiste un peu de hasard. Il est devenu économiste à la suite de ses formations professionnelles, mais il a commencé comme mineur de fonds. Au départ, d'ailleurs, la question qui était posée, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'évolution des salaires et l'évolution du chômage ? Puisque normalement le salaire rémunère l'efficacité du salarié, et cette efficacité est indépendante du nombre de gens qui sont au chômage et du nombre de gens qui pointent dans les différents services de chômage. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de lien, et donc on essaie de vérifier si néanmoins sur le plan pratique, le chômage ne fait pas pression sur les salaires. C'est devenu une relation entre le chômage et l'inflation. On peut le vérifier de façon purement statistique, c'est-à-dire regarder par des techniques statistiques et économétriques si ce lien a un sens. Ce que l'on peut retirer à ce stade, c'est 3 conclusions. La première, c'est que s'il y a un sens, le sens va plutôt du chômage qui influe sur l'inflation. C'est-à-dire, plus de chômage réduit l'inflation. Vouloir véritablement réduire à tout prix le chômage finit par créer de l'inflation. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des considérations qui sont liées dans les économies mondialisées au taux de change. Concrètement, l'augmentation du prix du pétrole, l'augmentation du cours du dollar va faire qu'il y aura plus d'inflation dans un pays comme la France ou l'Allemagne. Et à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec le chômage. L'inflation augmente indépendamment du chômage. Et le troisième constat, c'est le constat qui a été fait dans les années 70, c'est que si on agit en espérant que l'inflation va réduire le chômage, on obtient de la stagflation. Alors le NERU, c'est cette idée effectivement que à partir d'un certain seuil de chômage, l'arbitrage de Phillips joue et que si on veut descendre en dessous de ce chômage, il va y avoir de plus en plus d'inflation. Donc NERU, c'est les initiales de l'expression anglaise qui veut dire taux de chômage qui accélère l'inflation. Et donc si on veut descendre en dessous de ce taux, si on veut atteindre un plein emploi absolu, c'est-à-dire 0 chômeur, il va y avoir de plus en plus d'inflation et comme le dit l'expression, il va y avoir une accélération de l'inflation. C'est-à-dire qu'il va y avoir véritablement une amplification du mécanisme d'inflation, et donc vouloir descendre en dessous de ce taux est contre-productif, c'est-à-dire si on veut descendre véritablement en dessous de ce taux, il faut avoir une vision à plus long terme de la situation économique. Alors le taux de chômage naturel, c'est un peu, ça s'associe à cette notion de NERU, c'est le chômage en dessous duquel on ne peut pas descendre sans faire des modifications en profondeur. Alors les économistes font une différence en disant que il y a une composante du chômage dans toute société que l'on peut réduire, qui est celle qui est liée à l'employabilité, c'est-à-dire à l'inadéquation qu'il peut y avoir à un moment donné dans l'histoire d'une société entre la formation de sa main-d'œuvre et la réalité des besoins des entreprises. Et donc, par des politiques structurelles, l'amélioration de la formation, on peut baisser cette forme de chômage, d'employabilité. Et puis il y a un chômage qui, lui, de toute façon, ne peut pas être baissé, ce qu'on appelle un chômage frictionnel. Il y a tout le temps sur le marché du travail des gens qui attendent avant de trouver un nouvel emploi, des gens qui sont brutalement mis au chômage et qui ne réalisent pas ce qui leur arrive. Il y a toujours un volant de chômage qui, lui, est quoi qu'il arrive, totalement incompressible. Alors les anticipations, ce sont, comme le nom l'indique, ce sont les idées que se font les acteurs économiques sur ce qui va arriver et ce qui va être leur avenir. Et donc il y a plusieurs formes d'anticipation. On va parler d'anticipation rationnelle, qui sont des anticipations où on réfléchit et cette réflexion conduit à avoir une assez bonne vision de ce que sera l'avenir. On parle aussi d'anticipation adaptative, c'est-à-dire une capacité permanente à modifier sa perception de l'avenir en fonction des informations que l'on reçoit. Il y a un petit modèle qui est assez intéressant, qui est un modèle qui avait été fait à la fin du 19e siècle par Alfred Marshall, où il démontre que du fait qu'il y a un décalage d'information entre le moment de la semence et le moment de la récolte, si le paysan essaie d'anticiper le prix de la récolte, s'il essaie de caler sa semence sur une anticipation du prix de la récolte, il perturbe complètement le processus et il désorganise complètement le processus. C'est-à-dire que normalement, les anticipations, ça permet de donner un caractère plus sûr au fonctionnement de l'économie, mais dans ce petit modèle agricole, on voit qu'en réalité, il y a des cas où, au contraire, il vaut mieux avoir un comportement extrêmement obtus, sans se poser de questions, sans faire d'anticipation, réagir au présent plutôt que d'essayer de construire des anticipations. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les théories autour des anticipations font partie des débats entre économistes. Est-ce qu'il y a véritablement anticipation? Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'il faut en tenir compte? Ou au contraire, est-ce qu'il faut raisonner en disant le présent permet de comprendre le présent et c'est déjà beaucoup? Alors, le grand retour de la courbe de Phillips, on pourrait le penser effectivement, parce que dans les sociétés contemporaines dans lesquelles nous vivons, notamment en France, les taux de chômage sont assez élevés et les taux d'inflation sont très bas, donc on peut considérer que le mécanisme de Phillips fonctionne, taux de chômage élevé, inflation basse. Et en réalité, le véritable enjeu derrière tout ça, c'est est-ce que, par-delà le chômage, est-ce que la croissance pourrait être favorisée par une politique monétaire essayant de recréer de l'inflation, par une dynamique plus inflationniste? Alors je pense que non. Pourquoi? Parce que la croissance, au stade où nous en sommes, va être portée par une nouvelle vague de progrès techniques. Et en général, le progrès technique a toujours été associé à une baisse des coûts, et donc plutôt à une baisse des prix. Et donc, quand on regarde les sorties de crise, les reprises de croissance très très fortes, à part dans les cas particuliers qui ont succédé aux guerres, comme en 1945-1950, il y a eu simultanément baisse des prix, puisqu'il y avait énormément de progrès techniques qui faisaient baisser les coûts, et reprise très rapide de la croissance. Alors l'idée du dilemme inflation-chômage, pourquoi il y avait cette idée derrière? C'était deux choses. La première, c'est que l'inflation pouvait favoriser la croissance, justement au travers des anticipations, à travers cette idée que si on anticipe qu'il va y avoir de l'inflation, on va essayer d'avoir moins de monnaie et plus de biens physiques et de biens matériels. Donc on va se précipiter et donc il va y avoir une pression de la consommation qui va inciter les producteurs à produire davantage pour répondre à cet accroissement de la demande. La deuxième idée, c'est qu'il y avait cet arbitrage de côté inverse, c'est-à-dire que plus de chômage a comme conséquence de créer une angoisse chez les salariés et provoque à ce moment-là soit une baisse des salaires, soit l'acceptation d'une baisse des salaires, soit une anticipation qu'il vaut mieux être modéré dans ses revendications salariales et donc à ce moment-là une stagnation des coûts liée à l'évolution du prix du travail. Et donc le chômage faisait ainsi baisser l'inflation. En pratique, en fait, c'est le plus ou moins grand degré de concurrence qu'il y a sur les marchés qui peut expliquer la formation des prix. Et donc, au travers du chômage, en fait, si ça fait baisser les prix, c'est parce que ça rétablit des situations de concurrence brutale entre les salariés. Si le marché est naturellement concurrentiel, s'il y a une déréglementation assez forte du marché du travail, une certaine souplesse du marché du travail, une absence de rigidité du marché du travail, la désinflation, la stabilité des prix s'obtient sans chômage. Alors, c'est comme toutes les décisions qui sont prises en économie, c'est-à-dire que c'est là aussi ce qui nourrit le débat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement faire des arbitrages. Les économistes disent qu'il y a des situations qui sont optimales au sens de Pareto et d'autres qui ne sont pas optimales au sens de Pareto. Une situation qui n'est pas optimale au sens de Pareto, c'est une situation où on peut améliorer la situation de tout le monde. C'est assez rare et assez naturellement l'économie arrive à une situation d'optimum au sens de Pareto, c'est-à-dire une situation où pour améliorer la situation des uns, il faut détériorer la situation des autres. Donc dans le dilemme inflation-chômage, le choix c'est entre la baisse du pouvoir d'achat de ceux qui sont victimes de l'inflation avec l'idée que ça va permettre de donner du travail à ceux qui sont victimes du chômage, ou symétriquement l'idée qu'en faisant pression sur les gens qui sont trop revendicatifs par le chômage, on va améliorer le pouvoir d'achat global de la société. Ce qu'on peut constater sur le plan purement factuel, c'est que le chômage concerne une partie de la société, alors que l'inflation concerne l'ensemble de la société. Et donc, en général, sur le plan social et politique, les situations d'inflation forte sont plus dangereuses que les situations de chômage.